Bonjour à toutes et à tous. Nouveau café littéraire pour cette édition particulière de la BD à Bastia avec Camille Jourdou ce matin pour un livre qui a été un des événements de l'automne dernier parce qu'il a tout raflé. Un accueil critique assez formidable, un prix à Montreuil du côté du regard porté par les spécialistes de la jeunesse, un prix à Angoulême, aussi jeunesse, mais par les gens qui ont une exigence très forte sur le monde de la bande dessinée. Donc, carton plein, on va dire. C'est pas tout à fait nouveau dans la mesure où vous avez déjà eu souvent des distinctions pour votre travail. Depuis, à l'époque, Fédrosophile, le petit pot d'ours, il y a presque 15 ans. Enfin, ça doit être le livre est sorti en 2006. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, vous avez déjà été distingué aussi à Angoulême. Par Rosalie Bloom. Pour Rosalie Bloom, que j'ai mis devant, on va peu les utiliser, donc je les ai mis pour que vous les voyez, même si je n'aurais pas trop à les feuilleter. Donc, c'est une belle année pour vous. Oui, c'est vrai. Ah non, mais j'étais vraiment contente. Ouais. Alors, si je remonte au début, et à Peau d'ours, à Drosophile, et même surtout à l'album qui l'a précédé, puisque ça devait être 2 ans avant, 2004, je crois, oui, 2004. Une araignée des Tagliatelles et au lit, tu parles d'une vie. On remarquera que le titre est particulièrement efficace, coédité par Drosophile et Quincampoix, donc les éditeurs à la fois aussi courageux que marginaux pour beaucoup de gens. Oui. Donc ils étaient associés pour sortir ce travail qui était un travail de fin d'études. Moi j'ai l'impression, mais ça n'engage que moi, que tout était déjà là. On ne s'aperçoit que tout ce qui fait le charme incroyable des Vermeils, on va dire 2 mots tout de suite de ce que c'est que les Vermeils, mais tout était déjà en germe dans ces premiers livres, Peau d'ours et Une araignée, parce que ce qui caractérise, selon moi, votre travail, c'est un goût de la fantaisie, c'est un goût de l'absence de respect des normes habituelles, que ce soit pour la narration, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour les références qu'on cite et avec lesquelles on joue, tout est parfaitement ouvert. Alors, un mot tout de suite des Vermeils, ce qui est très drôle, c'est que la couverture nous montre d'un côté ceux qui vont partir en quête, un renard, une petite fille, l'héroïne Jo et un bichon qui porte des bottes. De l'autre côté, le monde imaginaire dans lequel elle va être immergée parce que elle décide d'être en rupture de son monde normal et hop, elle va basculer là-dedans. Et sur la tranche, rien, les couleurs, parce que c'est là que ça se joue, dans les couleurs qui se perdent si on enferme les rêves, puisque ces vermeils, si on les enferme, elles perdent leur couleur, les vermeils étant des sortes de mixtes entre le poney et la licorne dont les enfants sont fous. Voilà, pour présenter rapidement ça. On va bien sûr revenir très vite aux détails de tout ça. Alors, si je parle de tout est là au début, c'est que dans les vermeils, on va avoir un souci de parler, de partir du très contemporain, une petite fille qui est en rupture avec sa famille, un père qui s'est marié, ou pas, enfin qui vit en couple avec quelqu'un, la belle-mère ça va pas, les demi-sœurs ça va pas, donc on va chercher ailleurs. Oui, elle est en colère. Elle est en colère. Elle est en colère et d'une certaine façon, puisqu'il est devant nous, c'est un peu le pendant de Juliette. Juliette, elle n'est pas en colère, mais oui. Elle n'est pas à l'aise dans sa famille, mais elle y reste, elle essaie de comprendre pourquoi, enfin, elle essaie de réinvestir l'idée du modèle familial. Jo, c'est l'inverse, elle l'écarte. C'est vrai. Ouais. Et c'est les 2 livres qui se succèdent, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Et celle qui essaie de retrouver sa place dans la famille, et une famille qui se structure, c'est le contemporain. Là, on n'est plus dans aucune temporalité. Dès que Jo est parti, c'est un imaginaire qui a plus ou moins des siècles de latitude pour s'égayer largement. Alors, venons-en donc au départ. Dans les Vermeils, quand on regarde votre héroïne s'aventurer dans une forêt, toute ressemblance avec Lorraine Capelli pourrait ne pas être fortuite, on a une jeune fille, une petite fille qui s'égare dans une forêt, qui va servir de voyage initiatique, d'accomplissement de soi. Eh bien, dans cette forêt-là, il y avait une chrysalide hier chez Lorraine. Chez vous, c'est au contraire un grand envol épique. On ne s'arrêtera pas. L'intrigue va durer 170 pages à peu près, très dense, avec énormément de cases, avec parfois beaucoup de texte, parfois pas du tout. Oui. Il y a plein de séquences qui sont quasi muettes, et pas forcément parce qu'il ne s'y passe rien. Il y a tout un jeu sur la place des mots chez vous. Alors, vous nous aviez habitué à des livres plutôt séquencés, Rosalie Bloom, un autre projet essentiel pour vous, que vous avez là aussi dès le départ, il y a plus d'une quinzaine d'années, que vous avez livré en 3 parties, repris en volume, adapté au cinéma, il y avait des séquences. Dans Juliette, il y a comme des chapitres
scandé par des doubles pages qui nous font basculer d'un moment à l'autre. Là, plus de chapitres, plus de séquençage. Comment ça se fait? C'est parce que dans un rêve, dans un conte, ça ne s'arrête jamais, on n'a pas besoin de marquer le temps? Alors, je ne me suis pas posé la question comme ça. Alors, déjà, dans Une araignée tagliatelle au lit et dans Rosalie Bloom, je crois qu'il y a un narrateur dans les premiers tomes. Et pour moi, c'était plus facile de partir comme ça. Pour raconter une histoire sans narrateur, j'avais du mal. Donc, il y a ça qui fait que ça séquence forcément, puisque les séquences, ça change quand ça change de narrateur, tout simplement. Dans Juliette, il n'y a pas de narrateur, c'était ma première BD comme ça. Après, c'est un autre rythme, mais des fois, quand je mets ces grandes pages de dessin, c'est là, oui, pour poser les choses. Mais la temporalité de Juliette n'est pas la même que celle des Vermeils. Les Vermeils, c'est censé se passer en 2 jours, finalement, alors que Juliette, ça se passe sur un temps beaucoup plus long. Donc j'ai besoin, des fois, d'arrêter le temps. Comme ça, et puis l'histoire est assez mélancolique, alors que les Vermeils, c'est une aventure. J'avais commencé à faire des grandes pages aussi pour les Vermeils, et je trouvais que ça s'y prêtait pas, en fait. Il n'y avait pas tellement de raison à un moment d'arrêter comme ça le temps. Alors, des fois, je le ralentis quand même, c'est notamment dans les scènes dans lesquelles il n'y a pas de texte. Je pense à celle où Jo est dans la maison abandonnée. Oui. Et elle a un petit coup de mélancolie, en fait. C'est le matin, il pleut, elle est toute seule. Elle se rend compte que... pour moi, c'est un petit point de bascule, parce que jusque-là, elle était très insouciante. Je m'en fous, je pars de chez moi, je suis en colère. Elle parlait un peu à tort et à travers. Puis d'un coup, bon... Elle vient de passer la première nuit, enfin la nuit toute seule. Elle a un peu peur. Avec quelques angoisses aussi, parce qu'avant de se coucher, on veut éviter les rats qui dévorent. Enfin, c'est ça. On lance ça lui fait un petit coup, on lance des indices qui peuvent l'alarmer. Apparemment, ses compagnons, le bichon et le renard, eux, n'ont pas peur. Enfin, ils mentionnent simplement. Enfin, le bichon monte en haut de l'armoire quand même. Oui, puis le renard, il sort prendre un bâton. Voilà. Mais officiellement, eux, ils font mine crânement de savoir quoi faire, pas elle. Et de ce coup, elle bascule un peu. Elle était en rêve au début. Elle est partie insouciante dans sa provocation. Et là, elle est rattrapée par quelque chose de presque angoissant qui va aider à la faire grandir, mais qui va aussi l'aider à commencer à épuiser sa rage. Parce qu'elle sait quoi faire elle sait quoi faire de ce qui est tendu chez elle à partir de là. Puis elle va être plus aidante aussi. Tout d'un coup, elle prend parti pour tous ces personnages qui doivent en aider d'autres, en délivrer d'autres. Qu'on voit derrière. Voilà. Oui. Et il y a aussi son rapport avec le renard qui change. C'était ça qui m'intéressait, c'est que jusque-là, ils étaient plutôt en confrontation, et à partir de là, il y a une tendresse qui s'installe entre les deux. Voilà. Oui, parce que ça commence assez mal, en fait, pour que tout soit clair pour ceux qui n'ont pas encore lu Les Vermeils. Elle part dans la forêt, elle va rencontrer les petits êtres qu'elle va prendre pour des lutins et qui le prennent très mal en disant mais elle ne sait même pas qui on est, qu'est-ce qu'elle fait là. Elle va passer avec eux à travers un tunnel, et là on rentre dans cet autre monde. Donc circuit initiatique, on peut penser au Terrier du Lapin Blanc de Lewis Carroll. De toute façon, on va repenser très souvent à Lewis Carroll, à James Berry et à Peter Pan. Enfin, on va en dire 2 mots tout à l'heure. Mais une fois qu'elle est de l'autre côté, elle rencontre un monde qu'elle n'imagine pas et où elle n'est pas vraiment bienvenue. Si ce n'est qu'il y a une petite fille qui va être joueuse, facétieuse, qui va l'entraîner avec elle, mais les autres ne tiennent pas vraiment elle. Le renard s'en méfie, il a l'impression qu'elle encombre, qu'elle est... C'est un peu sa faute si le plan rate aussi. Donc il y a ça, c'est qu'ils se cachent tous dans un chariot pour entrer clandestinement dans le château, et puis elle fait... à cause d'elle, tout le monde se fait repérer et tout le monde se fait emprisonner. Donc, mais en contrepartie, c'est elle qui garde le plan qui va permettre de trouver la parade. Donc c'est balle au centre, on va dire. Oui, après, elle les aide. Et donc, puisqu'on parle justement de la façon dont ce petit monde imaginaire est découvert par Jo, nous on le découvre comme Jo avec une très grande surprise, et on s'aperçoit que c'est bourré, enfin c'est pas un musée, mais c'est énormément de réminiscences de personnages d'enfance, qui viennent de contes, qui viennent de livres, des livres pas forcément ancestraux, ça peut être plus récent. Votre renard, il peut me faire penser, mais je peux me tromper, et chacun a sa lecture, à la vision renard de Robin des Bois qu'on trouve chez Walt Disney, parce que tous les Robin des Bois ne sont pas des renards. Et de la même façon, on va, élément par élément,
peut-être même que l'idée de conquérir un château tenu par un usurpateur va faire penser à un certain volume de l'histoire, des productions Freck. Il va y avoir comme ça en permanence un jeu entre des choses antédiluviennes qui peuvent ramener à Perrault, qui peuvent ramener même à des contes médiévaux, et des choses beaucoup plus contemporaines qu'on connaît par le cinéma. C'est des choses qui vous ont assailli, il y a des personnages que vous avez écartés pour dire non, ça rentre pas dans l'histoire, alors que vous aviez pensé dans toutes ces réminiscences à les annexer. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous ne pouviez pas faire l'économie? Je parlais de Lewis Carroll, je parlais de Peter Pan, là, c'est carrément évident, parce que les enfants perdus, vous les dessinez exactement comme on les a vus au cinéma, et pas forcément comme Berlin les écrivait. Comment ça s'est passé, le casting de votre monde imaginaire pour Jo? Bon, ça s'est fait petit à petit. Alors, l'envie de départ, c'était vraiment le fait de lire mes livres en fait, le fait d'être maman j'ai eu l'impression de reparcourir l'enfance avec ma fille en lui faisant découvrir, en prenant plaisir à lui faire découvrir ce que moi j'avais aimé enfant, les contes, les livres, des films plus contemporains aussi. Et je me suis mis à prendre des notes comme ça et j'ai eu envie de faire un livre où on retrouvait un petit peu tout ça. Et je me suis amusée effectivement à faire alors des fois des références qui sont sans doute inconscientes pour moi, d'autres plus évidentes comme Les Enfants perdus ou des références à Alice au Pays des Merveilles. Après, est-ce qu'il y a eu... Non, je pense pas que je me sois interdit de... Mais je me suis posé la question pour le personnage de la sorcière qui arrive dans beaucoup d'histoires, beaucoup de contes. Oui. Et là, vous nous mettez trois vieilles femmes qui sont dans une espèce de tripot, on se dirait c'est Madame Irma ou on ne sait trop quoi. Et puis il y a 3 pommes, dont une empoisonnée, tiens. Ça me rappelle quelque chose, mais au lieu d'avoir une vieille sorcière aigre-tante qui veut semer le malheur, vous demandez, de toute façon depuis le temps qu'elles attendent, elles doivent toutes être périmées, laisse tomber, personne ne mange de pommes, on les propose plus. Donc j'ai l'impression que les figures archétypales que vous évoquez du coup en creux, vous l'aviez éliminé en disant non, là, c'est trop, et puis ça ne m'intéresse pas, on n'est pas là-dedans. Il n'y a rien de noir dans votre histoire. À part le personnage du tyran dont on a parlé, mais il n'y a rien de noir. Les personnages même excentriques, même atypiques que vous nous présentez, ont tous leur raison d'être singuliers, mais il n'y a pas de noirceur. Y a un petit peu dans la plaine de l'oubli, il y a des gens qui ont trouvé que c'est assez noir justement cette scène-là. Ben, elle est angoissante, mais je la trouve pas noire. Oui, mais bon, après... non, parce que souvent dans les contes d'enfants, il y a des moments de vraie terreur, et la terreur, c'est là qu'on va la trouver chez vous. Il y a aussi les... Bon, après ça va vite, mais dans les marais, oui. Voilà, j'ai essayé de mettre des choses quand même qui me faisaient un petit peu peur. Alors très noir, non. Mais pour les vieilles dames, j'avais pas forcément pensé à une sorcière. Au début, il y avait 2 étapes. Il y avait la maison avec les marais et puis la plaine de l'oubli. Puis c'est l'éditeur qui m'a dit rajoute une étape, parce que souvent dans les contes, il y a 3 épreuves, quoi. Et puis j'étais au café, puis il y avait 3 vieilles dames devant moi que j'ai dessinées. Enfin, j'ai pas pensé aux sorcières sur le coup. Et en fait, non, mais c'est à cause des pommes que je dis que c'est des sorcières. Oui, je sais, mais des fois, c'était un mélange effectivement de... Je voulais pas à tout prix des fois mettre des choses de contes. Des fois, je dessinais ces 3 vieilles dames qui papotaient devant moi et qui m'amusaient. Et j'ai commencé à les faire parler et ça m'a amusé. Après, j'ai introduit... ça m'amusait de faire des blagues avec la pomme empoisonnée. Alors, si je reviens sur ces 3 vieilles dames, d'abord, c'est que le côté ternaire même des 3 dames, c'est quelque chose aussi qui vient dans plein de contes, dans plein d'imaginaires. Les 3 singes, les sages, enfin, on a l'impression qu'on va se retrouver dans quelque chose d'assez archétypal. Mais surtout... Par rapport à Jo, qui est quand même une vraie petite fille, c'est l'endroit où elle entend des propos d'adultes sur ce que c'est que l'amour. Oui, est-ce qu'après avoir été défait par quelqu'un qui vous a quitté, on peut se reconstruire? Comme dit l'une des vieilles femmes, on peut voir les ailes repousser. Il y a comme ça une façon de lui donner des leçons de vie sans s'adresser à elle, puisque ça se joue entre les 3 vieilles, qui est, à mon avis, essentielle pour qu'à côté de l'errance assez fabuleuse qu'elle vit, elle en sorte de cette aventure avec quelques lumières sur ce que c'est que vivre entre grands et donc ce qu'on doit tolérer. Oui, elle va être... ça l'apaise en fait. Oui. Ça l'apaise parce qu'elle voit qu'on peut aimer, ne plus aimer, voir le mari partir pour une autre, elle s'en sortira pas, elle s'est fait refaire la peau, c'est ridicule. Enfin, il y a des trucs très contemporains et qu'on n'attend pas dans cette partie-là. On s'attend à ce que ce soit pas des préoccupations de l'imaginaire, mais vous brouillez assez bien les pistes pour que quand on y arrive, on se dit pas, c'est bizarre qu'elle parle comme ça, on voit juste que Jo entend ça, et on sait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de la petite fille. Moi j'aime bien, j'avais pas envie de faire un truc lourd qui explique avec un adulte qui dit ah bah voilà, tu vois,
tes parents. Enfin, un truc un peu chiant voilà, sur le divorce. Enfin, trop didactique. Il n'y a pas de didactique. Non, et ça me plaît que ces vieilles dames, en fait, elles ne lui parlent pas comme à un enfant, elles parlent entre elles. Puis alors justement, elle est fascinée par ces dames qui parlent alors sans filtre, quoi. Et elle se prend... Sans filtre magique. Elle se prend... elle est prise au sérieux d'une certaine manière. Enfin, elle est intégrée à ce monde d'adultes d'un coup. Et justement, parce qu'elle est intégrée à ce monde d'adulte, on n'a plus envie de la soumettre à aucune épreuve. Laissez tomber les pommes, ça sent, elles sont vieilles, il y en a une qui n'est pas empoisonnée, mais elle ne doit pas être comestible depuis le temps. Et on passe à autre chose. Et ça aussi, c'est intéressant parce que vous nous lancez sur des pistes. Vous dites, oulala, mon Dieu, si elle ne choisit pas la bonne, mais on s'en fout, c'est pas l'essentiel, on a autre chose. Et cette espèce de désinvolture rend même les moments qui pourraient être un peu angoissants, où on pourrait se dire, pourvu qu'elle ne se trompe pas, presque léger. Oui. Et il y a une façon de toujours choisir la légèreté. Et pas par insouciance, mais parce qu'on n'avance pas si on reste sur la gravité, si on est en but. Donc ce cheminement, il est extrêmement fort. Cette petite fille, elle est très jeune normalement, mais elle a 8 ans à peu près. Mais on a l'impression qu'elle a déjà des préoccupations d'adolescente. Enfin, que sa rupture familiale, elle la vit au-dessus de son âge. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce bouquin, il peut marcher. Je parle là de la réception critique pour tout le monde, parce qu'en fait, sa révolte, elle n'est même pas tellement assignée à un âge précis, une situation précise. On sait qu'il y a un problème familial, le reste on s'en moque. Et quand elle dit, si vous aviez les cadeaux que m'ont fait mes demi-sœurs, et la kyrielle de propositions de ce petit monde est tellement pire, parce que le seul plus dur qu'on lui a offert, parce qu'on ne lui a pas offert du vomi, on ne lui a pas offert tout ce que vous déclinez. Et ça aussi c'est extrêmement amusant, parce qu'on a l'impression que souvent les enfants se font un monde de ce qui peut blesser. Et mais il y a tellement pire que forcément ça c'est rattrapable. Les enfants veulent souvent savoir d'ailleurs ce que c'était le cadeau. On se demande. Dans votre esprit il y avait une solution, plusieurs? Non, j'ai demandé à ma fille de choisir, mais je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. On s'était mis d'accord sur un truc, mais j'ai oublié. Et vous avez refusé de le faire figurer? Non, mais après, quand le livre est sorti, plusieurs fois les enfants m'ont dit, mais alors c'était quoi ce cadeau? Ah oui, c'était logique. Et je ne sais pas moi, mais je ne sais pas ce qui pourrait être un cadeau nul, mais... Alors quelque chose aussi qui est frappant, c'est qu'il y a finalement deux mondes, enfin je parle même pas du monde réel et du monde imaginaire, mais dans le monde imaginaire, il y a ceux qui sont en quête du fameux château où ce chat tyran retient prisonnier certains de leurs copains, et puis il y a le château de l'autre côté, et puis il y a ceux qui vont vers le château. Il faut passer de l'un à l'autre, puisque certes on les voit en prison, on va essayer de les délivrer, et vous avez un procédé assez étonnant pour nous y faire parvenir. C'est parfois tout bêtement parce qu'on chante quand on se déplace, on chante en prison pour apaiser les peurs de ceux qui sont emprisonnés, et souvent quand on commence à suivre ceux qui randonnent, on entend ce qui se passe dans la prison par l'oralité, par le chant, par l'histoire qu'on raconte, comme là aussi une espèce de clé qui permet d'établir un pont. Ça, c'est quelque chose qui nous interdit de penser qu'il y a des chapitres et que la quête épique, elle fonctionne tout le temps. C'est important, l'oralité. Alors c'est venu ça, de l'éditeur un peu qui a eu cette idée. Donc la maman de Nook, donc le personnage de la maman est enfermé dans la prison. C'est pour ça qu'on va dans le château. Avec sa petite fille, oui, pour les délivrer. Et à chaque étape, donc ces 3 épreuves un petit peu, soit elle chante une chanson à sa fille et ça introduit un peu l'épreuve des autres personnages qui sont dans la forêt, soit elle lui raconte une histoire et ça vient amener... En fait, c'était pas facile justement le rythme. Tout ce que j'avais fait au storyboard au début, ça fonctionnait pas très bien, on l'a revu avec l'éditeur. C'est vrai que pour moi c'est assez nouveau parce que par rapport à mes autres BD où d'habitude c'est plus des séquences, des personnages qui discutent entre eux. Là il y a du mouvement. En fait les personnages ils sont tout le temps en mouvement et c'était pas évident pour moi de savoir quand arrêter, quand accélérer. Il y avait des moments, alors ça c'est vrai que l'aide de Thomas Gabizon donc était très précieuse parce que parfois c'était pas fluide en fait mon histoire et je savais pas toujours comment passer d'une épreuve à l'autre parce que parfois il y avait une action puis je l'arrêtais puis ça repartait puis ça fonctionnait pas bien et il y avait des heurts. Ouais, et avec cette idée-là de faire en fait, ça rendait les choses plus fluides, tout en y mettant parfois de l'action et parfois un petit peu de ralentissement, mais sans que ça se fasse des heurts, effectivement. Et les enfants aiment beaucoup, parce que ça fait presque comme une comptine, en fait. Ça fait berceuse d'enfance. Ça fait un peu berceuse d'enfance. De la même façon qu'on partage avec l'enfant la lecture ou le récit d'un conte, on partage une chanson, on écoute, on est attentif, on s'abandonne dans le chant qui est censé consoler, apaiser...
partir les craintes. Et à la fin, j'ai fait comme ça, c'est pareil, toute la fin de l'histoire, c'est la maman qui la rechante. Au début, je ne l'avais pas faite comme ça. J'ai tout dessiné, les 30 dernières pages, donc je savais comment ça se finissait, mais j'arrivais pas avec cette fin, puisque c'est juste cette petite fille qui à un moment décide de rentrer chez elle, elle est dans ce monde merveilleux, puis il faut qu'à un moment elle dise, bon, que ça vienne d'elle, là je veux rentrer chez moi, et puis voilà, elle rentre chez elle, et j'avais dessiné un truc, c'était lourd, quoi, d'un coup elle disait je veux rentrer chez moi, elle rentrait, elle retrouvait son papa, il la serrait, il y avait une petite consolation, ça c'était lourd, ça marchait pas du tout, pourtant j'avais tout ancré, les 30 pages. Et j'ai tout recommencé, la fin est en soi la même, j'ai pas changé le scénario, mais la façon de le raconter n'est pas du tout pareille. J'ai pris donc cette maman qui fait une sorte de chanson, quoi, et ça change absolument tout, je trouve, dans l'émotion, ça ralentit justement un peu le temps, sans rajouter non plus 30 pages, ce qui n'aurait pas eu de sens. Et on voit pas tellement la fin, la petite fille, on sait qu'elle rentre chez elle, mais il n'y a pas la suite avec sa famille, et c'est mieux comme ça. Vous parlez du travail de votre éditeur pour régler justement un problème sur lequel vous butiez. Est-ce que il ou les précédents, chez d'autres éditeurs, puisque vous avez travaillé aussi pour Albin Michel, et pas que Albin d'ailleurs, enfin vous avez plein de petits éditeurs, il n'y a pas très longtemps Mémo, est-ce que c'est l'album sur lequel le travail de l'éditeur a été le plus appuyé, le plus bénéfique? Est-ce que de temps en temps vous venez avec vos travaux tels quels, et finalement il y a des petits trucs de détails, mais globalement tout passe comme ça? C'est pas du tout pareil, parce que là c'est vraiment mon projet à moi, c'est un projet de 250 pages, je peux pas comparer ça. Non, oui, enfin, les deux précédents qui sont aussi par rapport aux deux autres, non, à chaque fois on travaille comme ça avec Thomas, toujours. On travaille, on s'entend bien, on se connaît bien maintenant, et puis au fur et à mesure, je vais le voir au fur et à mesure, toujours avec mon storyboard, et on en discute. C'est vraiment des pages très très brouillons que je lui montre, et on en discute, et il me fait toujours prendre un peu un autre chose. Il me questionne en fait sur ce que je fais. Parfois c'est un peu douloureux parce que j'en sors un peu parfois déboussolée. Alors il m'impose rien quand je dis ça. Non, mais simplement il est pertinent, donc il bouscule là où vous êtes vous-même pas forcément. Et puis sur le coup je vois pas toujours bien ce qu'il veut dire. Il me faut quelques temps de recul, et c'est après je me dis mais il est fort, il a vu tout de suite où ça allait pas. Parce que parfois il me faut un petit temps, je laisse mes histoires de côté, je fais autre chose, je les reprends, et là c'est comme une évidence, il y a des choses à garder, des choses à pas garder, et lui il les a vues en fait avant, et c'est pour ça c'est vraiment précieux de travailler avec Luc. Après si je vois pas, c'est arrivé pour les Vermeils, il y a des choses, il me dit moi et si peut-être le chat à la fin, alors il avait une idée pour... Alors j'ai essayé vite fait, je l'ai rappelé, je dis je vois pas, franchement ça marche pas. Il me dit non, tu laisses tomber tout de suite, et si jamais je vais faire quelque chose si moi je le ressens pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est important pour moi cette collaboration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux deux gros opus précédents, Rosalie Bloom d'un côté et Juliette, c'est l'aventure la plus fantaisiste, la plus onirique que vous nous ayez proposée. Donc on peut estimer effectivement que pour l'éditeur, ça doit être aussi intéressant de vous accompagner dans quelque chose qui ne ressemble pas à la reproduction d'un schéma de base. Vous êtes en avance sur notre actualité, puisque il me semble que depuis très longtemps dans votre travail, alors c'est particulièrement vrai dans celui-là, vu le prétexte pour envahir le château, à l'heure du masque, vous avez un certain goût pour le déguisement et le travestissement. Ça à chaque fois. À chaque fois. Et donc même la ligne des peaux d'ours, où là il y avait un travestissement énorme, et c'est très drôle parce que quand on voit l'amant de Marilou dans Juliette, il arrive déguisé en ours, il sera aussi déguisé en d'autres animaux, voire en fantômes, mais l'idée que le travestissement est une des façons de se présenter, voire une des façons d'exister dans le regard des autres, c'est quelque chose qui vous accompagne. Alors, vous n'aviez sûrement pas prévu le Covid, ou la Covid, pour faire plaisir à Hélène Carrère-Dancos, mais vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette importance du travestissement, du déguisement? C'est pour tricher? C'est pour se préserver? Pourquoi y a-t-il à ce point-là besoin de se déguiser? J'en ai aucune idée, franchement. Non, je ne peux pas en dire tellement plus. Je sais que j'aime bien ça, je sais que je pense qu'il y en aura dans les autres BD. Pourquoi, j'en sais rien. Je ne suis pas sûre de vouloir toujours savoir, en fait. Il y a un côté où j'ai pas envie d'analyser tout, parce que sinon j'ai l'impression qu'après je le ferai plus avec le même...
la même pas insouciance, mais... En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que bon, je mets un peu à part pour d'autres, dont on n'est pas sûr que le travestissement soit un jeu, mais par contre, dans Juliette, l'amant qui se travestit, c'est carrément ludique. C'est pour passer inaperçu, mais c'est aussi parce que ça crée un espace de fantaisie dans la vie de sa maîtresse qui est terriblement réglée, terriblement triste. Donc de ce coup, l'idée du pas de côté de l'adultère est encore embellie par la fantaisie de son amant. Ah, c'est que moi ça m'amuse, et puis graphiquement ça me plaît de dessiner voilà, la page avec l'amant déguisé en loup derrière la serre, voilà. Il y a un côté esthétique qui me plaît. Et là c'est la même chose, parce que ce chat totalement terrible, qui doit avoir une rage incroyable pour mettre tout le monde sous sa coupe avec autant de violence, pour son anniversaire, il veut que tout le monde soit déguisé. Ce qui est quand même, là aussi, peut-être un élément de fête, mais aussi potentiellement un élément qui le met en danger, puisque travesti, déguisé, n'importe qui peut l'approcher. D'ailleurs, c'est le plan qui était là. Donc c'est assez étonnant de voir à quel point quelque chose de festif comme le déguisement est là un moteur de libération, alors que normalement, ça pourrait être l'inverse. On pourrait interdire le déguisement. Rappelez-vous, dans l'espace public, pas le droit d'être masqué, enfin, jusqu'à une époque récente, parce que justement, on a peur de ça. On a peur que le fait de ne pas identifier les gens, reconnaissance faciale, ce soit un danger. Là, c'est l'inverse. Revenons dans 2 secondes justement sur ce personnage de chat, parce que le chat est rarement un personnage méchant, dans l'imaginaire par rapport au loup, par rapport à l'ours, par rapport à monstres comme les ogres. Là, même, je prenais le cas du chaboté en vous lisant, parce que le chaboté, c'est un être malin, assez filou, qui va servir son maître, donc bonne cause, qui a des bottes qui lui donnent un pouvoir particulier, bonne cause, et là, les bottes, c'est le petit bichon de rien qui les a, il en a plein, des couleurs insensées, on a l'impression qu'il revient de la Gay Pride avec ses bottes arc-en-ciel, et à l'autre bout, le chat, il est... oui, les bottes, elles sont d'un côté, et la méchanceté, elle est sur le chat, qui du coup a presque une figure d'ogre. Vous avez dépecé Perrault en l'écartelant du bon et du mauvais côté, ou Non, c'est venu comme ça. Après, je commence mes histoires en faisant des pages de carnet de croquis, et puis je dessine des personnages, puis de temps en temps il y en a un, parce que je m'amuse à les faire parler aussi. Pour voir comment oui. C'est ça en fait, c'est que quand je commence une histoire... Vous les castez. Mais c'est vraiment ça, oui, j'ai l'impression de faire vivre, en fait il faut qu'ils prennent vie les personnages, donc je les dessine, quand je note mes idées, je les fais parler déjà pour les voir jouer en fait, comme des petits acteurs qui sont en train de naître, j'ai besoin de... Oui, c'est ça, de les faire jouer pour voir quelle expression ils vont avoir, comment les tenir un peu dans le dessin. Et puis il y en a comme ça qui prennent plus vie rapidement que d'autres. Donc il y avait notamment le chat, mais après je me suis pas posé plus de questions que ça sur... Moi je m'étais dit que si vous peut-être, parce que des fois il y a les références au conte, si je devais penser à une référence, mais je pense que je l'ai pas faite, j'avais pas ça en tête, mais ce serait dans... comment ça s'appelle, Inspecteur Gadget, là, la main, il a le chat, enfin il y a un truc comme... plus, le Dr Mad, je vois, oui, comme voilà, ça. C'est ça. Mais non, mais si je pensais... Enfin, moi, je m'étais... Forcément, on cherche toujours des explications. Quand on est critique, on est déformé à vie. Je m'étais dit que si vous avez choisi un chat, c'est que vous prépariez le retournement final. Parce que cet être abject qui a une petite gamine qui lui fait les griffes, et pour tester qu'elle les ait bien faites, tchac, il lui laboure la gueule, ce qui est quand même pas terriblement sympathique. À la fin, quand son monde va s'effondrer, il va perdre sa rage et redevenir à peu près accessible. Or, c'est plus facile de se réconcilier avec un chat qu'avec un loup ou un ours. On a dans l'imaginaire, la violence, elle est encore dans le personnage. Le chat, potentiellement, on peut le penser dangereux, mais aussi on peut le penser familier. Et du coup, le retour à la norme sur un chat me paraissait plus plausible. Mais non, j'y avais pas pensé. En plus, le personnage a commencé à exister sans que j'ai du tout la fin de l'histoire, ni même le début. C'est ça, en fait, vous n'avez pas un synopsis complet quand vous commencez? Pas toujours. Sur Rosalie Bloom, oui, mais c'était un peu différent, c'était mon projet de diplôme, et puis... moi, alors, déjà, l'histoire nécessite un peu ça, puisque ce qui se passe à la toute fin fait écho aux premières pages. Le scénario voulait que ce soit un peu plus tenu, et puis aussi, voilà, je sortais des arts déco, je viens présenter ce projet-là à un éditeur. Enfin, je suis pas connue, je présente un gros projet à un éditeur qui commence à peine, donc je crois qu'il avait besoin de savoir où aller, donc j'ai tout storyboardé, un projet très ambitieux et inattendu. Voilà. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tant que ça finalement des romans graphiques en couleur. Enfin, donc on voulait voir les deux, je pense, où on allait. Donc j'ai tout écrit en brouillon. Après, pour Juliette et les Vermeils,
j'y vais plus par étapes. J'ai besoin des fois de commencer les premières planches sans complètement savoir où je vais et de faire petit à petit comme ça. Comme ça me permet de mettre en place l'univers. Et non, j'ai commencé, je pense que j'avais déjà dessiné les 30 pages ou même plus des Vermeils sans savoir vraiment la fin. Je sais vaguement ce qui va se passer, hein, mais ouais, je le fais pas systématiquement. Ouais. Par rapport à ces gros volumes que vous nous proposez maintenant assez régulièrement, qui doivent demander beaucoup de travail, beaucoup d'aller-retour avec votre éditeur, vous avez parfois des livres plus légers, parfois chez d'autres éditeurs. Là, je pense à une série déjà un peu plus ancienne que vous avez fait chez Albin Michel, Les animaux de la ferme et tout. Oui, et justement, j'étais un peu surpris en les lisant parce que vous avez un imaginaire foisonnant, vous avez une façon de structurer vos livres qui, généralement, sont tout sauf convenus, et je trouve ces livres étonnamment sages. Alors, c'est de la commande. Ah, c'est de la commande, bah, d'accord. Oui. Parce que je veux dire, mais même dans une commande, je m'attends chez vous à une folie, à des pas de côté, et là, moi, je n'en trouve pas, peut-être que je les dis pas assez bien. Moi, c'est la commande Pure et simple. me lisse, je sais pas comment dire, et j'ai plus envie, enfin maintenant j'ai vraiment envie de faire juste mes livres. La commande me rend sage, ouais, vraiment. Mais c'est aussi c'est ça qu'ils veulent finalement, c'est-à-dire que le texte, il le change finalement. Il le voulait comme ça, quoi. Et puis, ce qui ne me convenait pas dans ces livres-là, c'est que je pense que votre dessin peut être très raisonnable, très posé et tout, mais c'est votre folie narrative qui fait qu'on ne le perçoit pas comme justement sage et prévisible. Alors quand il n'y a pas ça au niveau du synopsis, on ne voit plus que votre très belle façon de savoir faire de l'image, mais du coup, ça nous manque quand on sait que vous êtes capable de toute autre chose, et surtout que dès le début, vous nous avez montré que vous étiez capable de toute autre chose, et on avait envie de cette autre chose avec vous. Quand on prend les premières publications sur Drosophile, comme je disais, pour moi, tout est là dès le début chez vous. Et c'est étonnant, parce que dès le début, chez vous, il y a le masque, il y a à la fois les enjeux de pouvoir, les enjeux de résistance, il y a éventuellement même les formules style le bal, l'errance et tout. Tout est ponctuellement évoqué. Et le plaisir, le danger, les lieux de plaisir dans Peau d'ours et tout. Enfin, il y a comme ça énormément de choses qui sont proposées, et de façon parfois très étonnante, puisque vous étiez nouvelle, on ne vous connaissait pas, et vous débarquiez avec un imaginaire mais incroyablement riche et incroyablement ouvert, et de livre en livre, ça se confirme. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une créatrice qui, dès ses premiers essais, affirme toutes ses curiosités et s'y tient. On tire un fil et on peut se balader dans vos bouquins. C'est vrai que je ne voulais pas faire une rétrospective du livre parce que dans les Vermeils, on trouve tout ce qui était renfermé avant, et plus qu'enferme, présente et réussi dès le début. C'est quelque chose auquel vous tenez, ou ça se fait inconsciemment? Non, ça se fait inconsciemment, mais c'est vrai que j'ai eu quand même conscience, en dessinant Les Vermeils, de reprendre mes inspirations, parce que j'aimais, quand j'étais étudiante, avec donc Une araignée de Tagliatelle et Peau d'ours, etc., que j'avais un peu laissé de côté, même si on en retrouve de la fantaisie dans Juliette et Rosalie Bloom, mais c'est vrai que là, on n'est pas dans un monde fantastique, donc j'ai eu vraiment l'impression de retrouver un peu cette liberté que j'avais avant. Mais pour ce qui est là, c'est vrai que c'est mon boulot personnel, les boulots de commande, pour moi c'est deux choses un peu distinctes finalement, que j'ai toujours... Mais vous n'en faites quasiment plus, donc, de travail de commande? Non, plus tellement. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Ce qui m'amusait aussi, c'est qu'entre les livres réalistes et les livres de fantaisie, dans votre façon de structurer les personnages ou les liens, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Je l'évoquais tout à l'heure avec vous, juste avant qu'on commence cette rencontre, mais je le développe bien sûr pour tout le monde. Le rapport entre Jo, la petite fille, et Nook, l'autre petite fille qui veut absolument chercher sa mère. Je vous rappelle que la première, elle est en rupture avec l'idée du clan familial. L'autre petite, elle veut absolument retrouver son clan familial. Et sa maman était enfermée par le méchant Matou. Il y a des scènes de tendresse entre Nook et sa maman en prison, comme à la fin, qui montrent bien que c'est très important, cette structure familiale. On pourrait penser que ça les oppose, qu'il y a une petite fille qui dit mais elle croit encore à ça, c'est andouille. Ben pas du tout, au contraire, ça va les souder, alors que leur positionnement au moment où on les prend dans la narration est diamétralement opposé. Et en même temps, ça va matcher, et c'est parce qu'elle, d'un seul coup, se sent une solidarité incroyable pour la petite Nook et sa peine, qu'elle va rentrer véritablement en actrice dans l'action de ce petit monde bizarre. Ça m'a rappelé ce qui s'était passé dans Juliette, et là on n'est pas dans le fantastique, parce que quand Juliette, fille de la ville, revient dans le village, enfin la ville de son enfance, et renoue avec les siens,
et ça se passe pas forcément de façon si joyeuse. Elle va rencontrer un personnage qui est aussi bancal qu'elle, qui s'appelle Pollux, et là encore, ils ne sont pas semblables, mais leur façon d'être pareillement un peu en vrac va les souder. Et au lieu de créer des solidarités sur la ressemblance, vous la fondez sur la ressemblance du moment de déséquilibre. Ils n'ont pas besoin d'être semblables, ils ont besoin d'être confrontés au même déséquilibre, et ça crée des binômes qui marchent. Pollux et Juliette, nous et Jo, c'est important pour vous que les personnages justement ne soient pas unis parce que ils se ressemblent, ils ont des points communs. Ils n'ont pas tellement de points communs, par contre ils sont face au même défi. Et c'est là-dessus que vous faites vos chevilles. Alors, je ne me rends pas compte de tout ça, c'est pas quelque chose de conscient. Après, j'aime bien que les personnages, forcément, aient une identité propre et ne se ressemblent pas. C'est pour ça, quand je fais mes petits castings d'acteurs et que je les fais parler, j'aime qu'ils aient leur trouver une façon de parler bien différente et pour qu'ils aient un caractère très différent. C'est ça qui me plaît. Sinon, c'est un peu ennuyeux s'ils se ressemblent. Alors après, voilà, je ne vais pas forcément loin comme ça dans l'analyse, mais pour Jo et Nouk, en plus, c'est pas tellement contradictoire, parce que même s'il y en a une qui est en colère contre sa famille, elle est en colère, mais c'est quand même une petite fille, donc elle en a besoin de ses parents. Et d'ailleurs, quand elle rentre chez elle, elle grandit aussi parce qu'elle se rend compte qu'elle est petite et qu'elle a besoin d'eux. Et je pense qu'elle, justement, elle est encore plus dans cette volonté de vouloir que Nouk retrouve sa maman, parce que ça lui plaît, ce rapport d'amour qu'elle a avec sa mère. Elle est en colère avec sa mère parce que ses parents ont divorcé, c'est vraiment juste ça. Elle est en colère justement de cette famille qui a été cassée, alors que là, Nouk, la mère a été enlevée, c'est pas vraiment le même problème, donc je pense qu'elle a plutôt de la tendresse, et en fait elle en a besoin de cette tendresse. C'est ça qui se passe avec le renard aussi, avec Maurice, c'est qu'au début elle est dans cette confrontation avec lui puisqu'ils s'entendent pas bien, et puis petit à petit elle se rapproche de lui dans la scène justement de la maison. Il est endormi sous sa couverture, puis elle vient se coller contre lui. En fait, elle a besoin comme tous les enfants, quoi. Elle faisait un gros doudou par rapport à sa taille, mais ça revient un peu à ça. Et le final d'ailleurs des Vermeils dit clairement, moi c'est une formule que j'aime beaucoup chez vous, c'est juste à la fin, quand Nouk blottit contre sa mère, c'est les derniers mots de l'histoire, c'est « Continue, maman chante encore », et la chanson commence par « C'est l'histoire d'une colère assagie, d'une enfant qui grandit ». Et tout est dit là-dessus. Et vous continuez avec le même sens de la poésie qu'on a vu avant dans les images. Le bleu du soir envahit la forêt, c'est l'heure des loups, des feux follets, l'heure de rentrer, l'heure de se retrouver. Demain, encore on pourra jouer aux billes, aux cartes, à la poupée, aux cow-boys, aux brigands, aux bagarres pour semblants. Alors ainsi va la vie. Et si un jour te prend l'envie de faire une fugue pleine d'aventures, de rêves et de merveilles, va faire un tour dans la forêt des Vermeils. On se termine sur cette chanson-là, mais le début de la chanson, c'est pour moi incroyablement juste. C'est l'histoire d'une colère assagie, d'une enfant qui grandit. Vous réglez par cette formule-là tout ce qui, depuis le début, créait le mal-être, et au moins la boucle est bouclée. Ce passage par l'imaginaire a rendu la vie avec les autres à nouveau possible. C'est assez astucieux de finir sur une chanson, non ? Ben oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport à cette fin que j'arrivais pas à faire et qui a été vraiment compliquée. Je voulais un moment un peu d'émotion et puis qu'elle rentre chez elle, mais sans que ce soit lourd. Et j'en ai vraiment bavé. Je l'ai réécrite plein de fois et l'idée de cette chanson a tout changé finalement. Après, elle est assez simple, elle dit les choses assez simplement, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Et puis elle dit par une mère à son enfant qui a tout fait pour la trouver, et elle parle de l'autre petite fille, et de l'autre contexte. Il y a ce jeu ça en se miroir. Rejoint, finalement. Voilà. C'est incroyablement conclusif. Mais c'est fou, j'ai vu ça dans ce livre, à quel point on garde même scénario de départ. C'est bête ce que je vais dire, mais forcément il y a 1000 façons de le raconter et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Et là voilà, je me suis vraiment repris à plusieurs fois pour faire ce que je voulais donner comme impression. Alors quand vous êtes invité à un rendez-vous comme Bélé à Bastia, vous attendez ou pas, parce qu'on peut vous le dire au dernier moment, enfin pas au dernier moment, mais enfin en amont, qu'il y aura probablement à vous solliciter pour faire un atelier. Vous l'avez fait. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes coutumière de l'exercice et qu'est-ce que vous avez proposé pour les petits Bastia assimilés ?
Je le fais de temps en temps, pas non plus énormément, mais parce que pendant longtemps, j'ai pas été très à l'aise avec ça. Alors là, c'est très simple, c'est vraiment faire 3 cases de bande dessinée. Alors j'ai repris Jo des Vermeils et le renard Maurice. C'est vraiment un petit strip où ils marchent et puis ils racontent une petite histoire et les enfants doivent... voilà, beaucoup, je me rends compte que c'est beaucoup des problèmes techniques finalement pour les petits. Dessiner les personnages de face, ensuite de profil, faire attention de bien les positionner. Voilà, c'est intégrer les contraintes du genre. C'est ça. Et de savoir redessiner un personnage 2 fois en disant bon bah voilà, celui qui parle, on commence à droite, etc. Et puis il faut qu'on le reconnaisse, alors faire des personnages assez différents l'un de l'autre pour pas qu'on les confonde, éventuellement en mettant de la couleur, enfin voilà. Bon, bah, il y a encore des ateliers cet après-midi Oui, à 15h, ouais, à la bibliothèque. Donc, la proposition est ouverte pour ceux qui voudraient voir comment ça se passe. Vous avez, d'après votre éditrice que j'ai eu par mail cette semaine, un nouveau livre qui arrive en ce moment, qui est co-signé, que je ne connais pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je mets les pieds dans le vide parce que je ne sais absolument pas moi, je ne sais rien du livre, mais je sais que c'est votre nouveauté, donc elle ne doit pas être encore là. Et donc, non, voilà. Il est sorti il y a 10 jours, je crois. Et alors, c'était un peu particulier comme... c'est un livre à 2, donc? C'est un livre à 2 avec Lolita Séchant et... Lolita Séchant, qui est la petite Lola de la chanson de Renaud. Oui. Enfin, la fille de Renaud, et oui, la chanson que tout le monde connaît depuis sa naissance. Oui. Et donc elle publie aussi chez Actes Sud BD. Elle avait fait des petits livres, je ne sais pas si vous voyez, avec la famille Biloba et sa famille de taupes. Donc c'est une petite famille, elle aime bien parler aussi des familles. C'était des petits livres jeunesse avec... ces personnages, c'est des petites taupes, elle dessine tout en noir et blanc. Et Thomas Gabizon, l'éditeur, ça faisait un moment qu'il nous disait j'aimerais bien que vous fassiez un livre ensemble. Et comme j'aime bien ses dessins, son univers, et qu'elle aussi, ça nous avait envie d'essayer. Alors c'est la première fois que je travaille comme ça, c'est-à-dire que c'est pas là l'une qui a écrit l'histoire, l'autre qui a dessiné. C'est vraiment, on a Imaginez l'histoire ensemble et fait les images ensemble. On fait les images ensemble. En fait, moi j'ai fait les décors en couleur et elle les personnages en noir et blanc. D'accord, la répartition c'est ça. Oui. D'accord, comme au théâtre, il y a ceux qui font le décor et ceux qui jouent devant. Après, on a tout fait, on a écrit l'histoire, on a inventé l'histoire, on s'est mis au café, on a décidé de comment ce serait. C'est une petite bande dessinée, jeunesse. Son titre, c'est Caché ou pas, j'arrive. C'est une partie de cache-cache. En fait, elle a pris un de ses personnages, justement, des petites taupes, qui invite la petite Nook des Vermeils à venir jouer. Il lui écrit une lettre, c'est au dos du livre. Nook, est-ce que tu veux venir jouer chez moi mercredi prochain à ton ami Bartok? Et il poste la lettre, et puis ça commence sur une partie de cache-cache. Et l'idée, c'est donc ce petit personnage qui lui dit bon, bah, je compte jusqu'à 7 et j'arrive. Et là, on voit tout Nook qui cherche des endroits, qui dit ah, je vais me cacher là. Ah bah non, elle peut pas parce qu'il y a déjà un nounours qui est planqué là. Enfin, après, elle cherche autre chose. Ah, je vais me planquer là. Ah bah non, parce qu'il y a une vieille dame qui veut lui faire des bisous. Là, je vais jusqu'à 7 comme ça. Et ensuite, on voit l'autre personnage qui dit 7, j'arrive, et qui repasse par tous les mêmes. Donc, c'est les mêmes cadrages, c'est les mêmes choses. Il y a un peu de lecture possible, puisqu'il y a l'action principale, on va dire. Et il y a forcément eu une petite évolution, vu que c'est les mêmes cases, et qu'il y a des tas de petits détails. C'est ça qu'on aime bien faire. C'est pour l'œil affûté qui va. C'est ça, la micro-coccinelle qui a changé de place. Il y a eu forcément une petite évolution entre les deux cases, et qui va chercher Nook. Et elle, donc, elle a fait tous les crayonnés, et à partir de ces crayonnés, j'ai fait les décors. Et c'était ça qui était amusant, c'était que j'ai dessiné autrement. Ça me plaisait de reprendre ces dessins pour les ancrer, en fait. Alors vous avez joué ça à pile ou face, qui fait les décors, qui fait les personnages? D'emblée, vous étiez plutôt partante pour les décors, pour jouer justement sur le minimalisme des transformations, enfin un autre type de jeu avec la narration que le côté linéaire des personnages. Ça c'est surtout que elle fait pas du tout de couleur, Lolita, donc et moi on avait envie d'amener mon univers coloré, donc ça paraissait plus logique. Elle est plus à l'aise avec je sais pas si elle est plus à l'aise avec les personnages, mais ça paraissait plus logique de faire le décor en couleur, et puis il n'y a pas eu à négocier. Non, pas du tout. Ça a été évident. C'est ça. Ouais.
Bon, ben, on sait qu'on a un rendez-vous nouveau avec vous, en duo cette fois, et que, a priori, l'ouvrage devrait être en librairie s'il est sorti il y a 10 jours. Mais, Oui. bon, bah, alors, il n'est peut-être pas là pour l'instant, mais vous avez d'ici là, on a de toute façon plein de choses à dire de vous si on n'a pas encore tout lu, mais il y a déjà un livre nouveau, c'est important. Je vais me tourner vers le public. Est-ce que, sauf que les Vermeils ayant eu un tel succès, j'imagine que certains d'entre vous les ont peut-être lus, digérés, et peut-être même reçus autrement que moi, parce que le livre est tellement riche d'échos de nos propres lectures, au point de retrouver ou pas tel ou tel personnage ou tel fragment d'imaginaire dans ce monde-là, que peut-être il y a des pistes sur lesquelles vous voudriez entendre Camille. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de parler. Oui. Est-ce que vous allez continuer à l'avenir, à rester dans le monde un peu de l'enfance et du fantastique, ou vous allez revenir plus dans les adultes, dans le monde du réel, comme Juliette Là, la prochaine, je voudrais que ce soit plus dans pour adultes, ouais. Retour à Rosalie Bloom oui. Et à Juliette. Oui, et puis je pense qu'encore, ça va parler de famille, de secrets, puis qu'il y aura sans doute des masques. Non, je sais pas, mais j'ai jamais... Non, mais ça, c'est la base. On ne peut pas faire ça. C'est la base. Non, parce que je commence à renoter des choses. Le projet est déjà un peu en route, ou c'est simplement... c'est pas, il n'y a pas beaucoup. Si, j'ai noté, je note pas mal de choses. En fait, je note comme un peu des ingrédients, des envies, et après, il faut que j'arrive à trouver un scénario dans tout ça. Vous venez juste de passer en cuisine et vous voyez de quoi vous disposez. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui peut vous manquer? Oui. D'accord. Donc, c'est pas près de... Voilà une belle information. D'autres questions ou d'autres remarques sur le travail de Camille et la façon dont vous l'avez reçu? On va être en avance, c'est pas possible. Oh non, sur la boîte dimanche, on n'est pas obligé de s'arrêter avant l'heure. Je vais vous retrouver d'autres questions, ne vous inquiétez pas. Mais je pensais en fait que autour des Vermeils qu'il y avait eu un... Ah, t'as une question sur... Oui, j'ai une question. Rosalie Bloom a été adaptée oui. Au cinéma. Par Julien Rapneau. Voilà. Est-ce que les Vermeils pourraient être adaptés au cinéma? En film d'animation, ça serait bien. En film d'animation, pourquoi pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait, vous pourriez proposer à des producteurs, ou est-ce que vous attendez qu'on vienne vous voir en disant que votre livre est épatant et qu'il ne s'adapte pas? J'attends plus qu'on vienne... J'aimerais bien que ce soit la volonté de quelqu'un qui a envie de le faire, que ce soit fait pour une bonne raison. C'est un domaine que je connais pas très bien finalement, en fait, l'animation, mais... Si, moi j'aimerais bien, en soi. Alors je profite de l'excellente intervention de Benjamin pour vous demander si Juliette intéresse le cinéma. Oui, ça y est, là j'ai vendu les droits et puis on est en train de travailler sur la... En fait, je vais travailler à la version dialoguée, enfin au dialogue avec Blandine Lenoir. Voilà. Et qui est-ce qui va réaliser ça, si c'est déjà arrêté, si on peut le dire? Je sais pas si on peut le dire. Ah bah c'est vous qui savez. Hein, non, c'est Blandine Lenoir, voilà, qui a fait Aurore. D'accord. Après, tant que c'est pas fait, j'ai toujours l'impression que... Non, mais... Parce que ça en est... Quoi que ça peut aller vite, mais on va bientôt travailler donc, sur la V2 des dialogues. Voilà. Bah, puisque grâce à la question de Benjamin, on est passé au cinéma, comment avez-vous vécu l'adaptation de Rosalie Bloom? Parce qu'il faut quand même rappeler, pour les gens qui ne sauraient pas, la chronologie extrêmement longue et intense de Rosalie dans votre vie, puisque ça fait partie des projets qui sont là dans votre tête dès votre époque d'étudiante. Oui, c'était le projet diplôme des arts décoratifs. Voilà, donc c'est quelque chose qui, dès 2004-2005, est dans votre esprit. Vous y travaillez. Vous allez nous le livrer en 3 moments, en 3 épisodes, si le mot est adapté, en 2007, 2008 et 2009. Ce sera repris en un seul volume, ce qui fait que vous, aujourd'hui... à la sortie du film. Aujourd'hui, vous pouvez, en achetant qu'un livre, avoir les 3 moments. Donc ce séquençage dont on parlait, qui n'existe plus dans les Vermeils, il est essentiel pour Rosalie, à cause de la publication, et même à cause de la façon dont les regards changent d'un volume à l'autre. Donc ça, c'est extrêmement important. Le film est en route, il est millésimé 2015, mais il sort au printemps 2016, et d'un seul coup, donc, il y a cette synthèse qui arrive. Alors, quand vous le voyez pour la première fois, vous cédez les droits, donc vous savez que ça devient un film, est-ce qu'on a envie d'avoir un droit de regard sur le casting? Quels ont été vos rapports, si vous en avez eu directement avec Julien Rapneau?
c'est quelque chose quand même d'assez inédit pour une jeune auteure de bande dessinée qui n'a pas encore beaucoup d'habitude avec le monde du cinéma. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était super, enfin, moi j'ai vraiment un très bon... déjà j'aime bien le film et puis pas d'angoisse d'être dépossédé en disant... Si, forcément, forcément un petit peu. J'avais peur que ça me plaise pas, mais à la fois ça me dérange pas tellement que ça change et que ça devienne autre chose. Je suis pas non plus attachée à tout contrôler, vous aviez juste envie d'être aussi heureuse de ce que vous voyez que du plaisir que vous avez eu à finir votre livre, que ce soit équivalent. C'est pas mon film. Alors même s'il y a des choses qui sont pas comme j'aurais fait, c'est pas grave. C'est le film de Julien et en fait on s'est rencontrés avec Julien Rapneau. On a discuté du projet, de ce qu'il avait aimé dans ma BD. Et en fait le contact est bien passé. Je crois que c'est un peu ça. J'ai eu l'impression qu'il avait bien compris ce que j'avais voulu dire, ce que j'avais voulu faire passer. Donc à partir du moment où je lui ai dit oui, je me voyais pas être derrière lui à lui dire moi je ferais. Enfin, je sais pas, je me mets à sa place, je trouve qu'il faut que ce soit son film en fait. Vous n'aviez pas envie d'être... non, derrière son épaule à être là. Après, on s'est bien entendu, donc il m'a fait lire le scénario, on en a discuté, il y avait un petit truc, voilà, des fois qui m'embêtait. Je lui disais les choses, et puis après, c'est pareil, le casting, il l'a fait sans me... Et vous l'avez apprécié le casting? Oui, Noémie Lovski, j'étais super contente, j'avais vraiment, je sais pas, je trouvais que ça allait très bien. Moi, honnêtement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, il a trouvé les bons acteurs pour rentrer dans l'espèce de délire, le mot est peut-être pas le bon, mais enfin de faille qui est au cœur de votre livre. Et j'étais contente, puis je suis allée sur le tournage 2 fois, ça c'était super. C'est un moment particulier, puis Julien, on s'est très bien entendu, rien que ça, je suis contente en fait. C'est quelqu'un de vraiment sympathique et j'aurais été embêtée d'être mise à l'écart, voilà, qu'on me dise voilà, c'est ça, qu'on me dise en fait t'as cédé les droits maintenant, parce que ça arrive, je l'entends, dire des gens qui veulent des nouvelles, on leur répond pas aux mails, ça m'aurait embêté. Mais là il avait tout le temps des attentions. Je suis arrivée sur le tournage, il m'a dit tu veux être dans les figurants, alors je suis dans la scène du Nouvel An. Moi c'était drôle, j'ai eu l'impression de passer Nouvel An chez Rosalie Bloom, c'était mon personnage, c'était génial. Et comme je travaille beaucoup d'après photo, il y a les gens qui s'occupaient des décors de cinéma sont amusés à ce que dans chaque scène il y ait des objets qui sont vraiment dans la BD. Donc aller sur les lieux de tournage, c'était très étonnant parce que c'était très familier pour moi, comme souvent c'est des choses à moi ou à ma famille. Vous voyez en 3D ce que vous aviez dessiné. J'avais un peu l'impression que ça ressemblait à chez ma mère, et il y avait des choses que j'avais oubliées. Je dis c'est marrant ce lustre, mais j'avais le même dans ma chambre d'ado. Il me dit c'est celui de la BD. Je dis puis ce canapé, c'est marrant, j'avais le même. C'est celui de... Et ça c'était... Donc ça a rendu tout autobiographique, c'était drôle. Vous ne le saviez même pas. Non, mais c'est vrai que c'était... il y avait un côté qui était... qui était très étonnant pour moi. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, c'était tellement étrange qu'à la fin, je ne savais pas du tout dire si je l'avais aimé ou pas. J'avais pas de recul. C'était pas possible. Vous aviez été interpellé à un endroit que vous n'aviez pas prévu. Voir comme... un retour sur votre... Il y avait trop de choses à voir. J'ai dû le voir plusieurs fois avant vraiment d'avoir un peu de recul. Et encore, je ne sais même pas si j'en ai tellement. Pour rester sur le fil de la question de Benjamin, quel rapport vous avez avec le cinéma d'animation? J'aime les regarder. Après, moi, je ne me verrais pas travailler dessus. C'est pas mon... Jamais. C'est-à-dire que ça vous a jamais tenté, indépendamment de l'adaptation de ce que vous nous avez proposé, mais créer directement pour l'animation, ça ne vous tente pas pour l'instant? Non. D'accord. Je me verrais plus faire pour le cinéma, à la limite. D'accord. Ouais. Comme là, ça me fait plaisir d'être inclus dans le projet de Juliette. En plus, elle est réalisatrice qui d'elle-même m'a proposé. Donc ça me plaît plutôt. Ouais. Une ou deux questions pour fermer le banc? Non, je pense que c'est l'appel de l'apéro, je ne sais pas. De toute façon, maintenant, on est à peu près dans les temps. On peut pas... 58, hein. C'est pas bien, ça. Bon, avez-vous un message personnel? N'importe quoi pour trouver les 2 minutes. Là, je vois pas, non. Bon, on va pas vous retenir plus longtemps si on a à peu près épuisé votre soif d'information autour des Vermeils de Camille et de l'ensemble de son travail. Bon, les gros livres dont on parle sont bien entendu disponibles au Point Librairie à côté de la cafétéria. Et puis si vous n'avez pas
lu ces 3 livres, vraiment allez-y, parce qu'il y a des contrastes tels, mais il y a aussi des fils tellement qu'on peut tirer des uns aux autres sur le monde d'une créatrice, que vous aurez une idée assez complète de la richesse de l'imaginaire de Camille Jourdi, que ceux qui la lisent depuis 2004-2005, mais vous n'étiez pas nés, ont déjà découvert. Non, il y a une vraie cohérence sur laquelle je tenais à insister, parce que c'est pas si évident. Parfois on voit des choses en genre, on dit et puis ça a donné ça dès le début. Je pense à Yvan Bertin, le pirate, à cette espèce d'énorme poisson dont il a peur. Enfin, il y a des scènes que j'ai revues après dans Les Vermeils, d'une certaine façon. J'ai le sentiment qu'on revenait sur certaines formes d'ambiguïté entre la violence ou pas, et puis l'idée de l'effroi qu'on arrive à maîtriser. On le met en place et on le règle. Ça, c'est quelque chose de pas banal qu'une aussi jeune créatrice nous ait donné à voir ce qu'elle pouvait faire, et que 15 ans plus tard, dans d'autres livres et dans d'autres projets, on retrouve intacte cette façon de jouer avec le lecteur. C'est un rendez-vous pérenne, et dans 15 ans, si ça se trouve, on sera encore au masque, au déguisement, à l'effroi maîtrisé. C'est possible, oui. Bon, ben, rendez-vous pour Bélé à Bastia, on va dire quoi, pour être 2036 ? Peut-être un peu avant, allez, 2033, on va dire, 2033. Merci beaucoup Camille, merci à vous. Ouais, merci.